Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans les rendez-vous de l'info, la première émission de cette année 2017. Je profite donc de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Alors je suis là avec mon invité qui m'attend pas très loin d'ici. Je vous propose de le retrouver pour parler de l'actualité de ces derniers jours à Mayotte. À tout de suite. Et je suis maintenant avec mon invité qui n'est autre que Mohamed Mondje, qui est deuxième adjoint à la mairie de Mamoudzou, chargé de l'aménagement et du transport. Bonjour Mondje. Bonjour chère madame. Alors on va parler avec vous de l'actualité, vous le savez, c'est le but des rendez-vous de l'info. On revient sur ce qui s'est passé à Mayotte durant les derniers jours. Alors on va parler tout de suite de cette situation qui concerne l'eau à Mayotte, une eau qui manque énormément et qui pèse, une situation qui pèse sur les habitants du Sud puisque eux, depuis plus d'un mois maintenant, sont soumis à ces coupures d'eau, ces tours d'eau dont ils ne veulent plus. On en parle tout à l'heure, Mondje, mais on regarde d'abord ce reportage. La sécheresse se poursuit dans la zone ouest de l'océan Indien. L'anomalie persiste au niveau de la circulation atmosphérique, même si ce phénomène n'est pas inédit et semble d'ailleurs se produire tous les 15 à 20 ans dans la zone. La Terre, c'est qu'une seule et même sphère, une seule et même bulle de vie. Ce qui arrive à côté et ce qui nous arrive ici, tout est lié. Le fait qu'il pleuve beaucoup trop en ce moment en Australie et le fait qu'il pleuve beaucoup moins en ce moment sur le canal du Mozambique, c'est lié à la même cause. La dernière fois qu'on a eu une situation aussi extrême, c'était dans les années 90-95, où on a eu aussi ce fameux dipôt de l'océan Indien. Alors c'est un terme un peu technique, mais c'est une mécanique de grande échelle qui fait qu'on manque depuis actuellement. Et donc depuis, ça fait une fois tous les 15-20 ans. Voilà. Mayotte n'est donc pas la seule à subir ce phénomène de sécheresse, puisque si la Réunion n'est pas encore soumise au manque d'eau, elle est également impactée. Une situation qui, au regard des prévisions sur les prochaines semaines, a qui plus est de quoi inquiéter. Depuis le début de la saison des pluies, c'est-à-dire depuis le 1er novembre, il manque en gros entre 50% et un petit peu plus de 60% des pluies qu'on a d'habitude. Donc on est en déficit pluviométrique. La saison des pluies n'arrive pas. Au niveau de la machine de cyclonique, au niveau de la naissance des cyclones, qu'on appelle la cyclogénèse, on n'en attend pas de significative, ou en tout cas en dessous de la normale, pour les quelques semaines et les quelques mois qui viennent. Au niveau de la sécheresse à Mayotte, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Il arrivait à son maximum en fin d'année dernière et là il arrive en s'essoufflant. On attend la saison des pluies. Pour l'instant, jusqu'à début février, on ne la voit pas arriver. Mère Nature risque donc de continuer ses caprices encore plusieurs semaines, creusant ainsi un peu plus les réserves en eau du département. Alors on le voit à Mondje, la situation est inquiétante. Météo France l'a dit, la pluie devrait revenir à partir de février seulement. Et c'est justement qui laisse présager une situation encore pire pour les habitants du Sud. Vous en pensez quoi de ce qui se passe actuellement ? Je pense qu'à situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Bon, on a eu quelques pluies hier et aujourd'hui, mais c'est pas vraiment suffisant. Effectivement, la météo est capricieuse pour l'ensemble de la région. C'est la sécheresse partout. Mais je pense qu'au point où nous en sommes, il faut vraiment sortir le grand braquet et venir en aide à nos concitoyens qui sont dans le sud. Quitte à partager le peu d'eau que nous avons dans le nord, quitte à faire venir des tankers d'eau ou des hélicoptères d'eau, j'en sais rien. Mais je pense qu'avec le plan grand froid qui est en métropole en ce moment ou dans l'Europe, je pense qu'on a besoin d'un plan manque d'eau à Mayotte et besoin d'eau à Mayotte, surtout dans le sud. Alors aujourd'hui on voit les solutions, tout le monde a sa petite proposition, tout le monde veut, on aurait pu faire ci, on peut faire ça, mais aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour réagir ? Non, trop tard non, parce qu'il y a des vies. Si c'est trop tard, il y a des hommes et des femmes. On aurait pu quand même faire les choses bien avant. Si, on aurait pu, surtout anticiper. Et par rapport à l'accroissement de la population, et à cette population que nous ne maîtrisons pas, et par rapport au phénomène météo, je pense qu'on aurait pu anticiper sur une retenue collinaire. Je pense qu'il y a un projet du côté de Roveni et il faudra vraiment régler ce problème-là. Encore une fois, c'est un manque d'anticipation. Cette épreuve-là doit nous servir parce qu'on dit en Chimaoré, c'est-à-dire quand tu as trébuché et tu sais bien marcher après. Sinon après, ça veut dire que c'est grave Alors quand vous dites on aurait pu anticiper, c'est qui ? C'est-à-dire que cette question-là, c'est une question qui concerne tout le monde. Parce que le syndicat des eaux
la SMAE, non pas la SMAE, mais le syndicat des eaux, voilà, qui regroupe l'ensemble des communes, a à sa charge cette question de l'eau. Ensuite, il y a la SOGEA. Qui exerce donc par commande du syndicat des eaux. Donc à ce niveau-là déjà, au niveau des communes réunies en syndicat, il y a effectivement une préoccupation majeure. En tout cas, ça doit être comme cela. Ensuite, il y a l'État, parce qu'il y a un schéma qui a été fait, un schéma donc pour l'eau, et ce schéma-là, il y a eu des préconisations. C'était clair, c'est écrit noir sur blanc. Donc on le savait. Et on savait aussi que par rapport à la situation climatique aujourd'hui, parce qu'il y a une urgence climatique, il y aurait un problème d'eau qui allait se poser à Mayotte, mais aussi par rapport à la population qu'on ne maîtrise plus. On ne sait plus si nous sommes 200 000, 300 000, 400 000, 600 000. Je pense que quand je dis on, c'est tout le monde. C'est l'État, c'est le département, ce sont les communes, c'est aussi les particuliers par rapport au... Il y a aussi des gens qui se branchent de manière illégale. Il y a des contrôles à faire à ce niveau-là, parce que beaucoup de gaspillage aussi, il faut le dire. Donc c'est vraiment une responsabilité collective, mais il y a des personnes qui sont responsables, effectivement, bon, c'est l'État, ce sont les élus que nous sommes, et nous devons prendre vraiment, vraiment, vraiment au sérieux cette question, parce que franchement, l'eau, l'air, l'alimentation, etc., c'est vraiment important pour la vie ou la survie humaine. Donc c'est une question à ne pas négliger. Alors justement, du côté de Mamoudou, vous parlez de ces gaspillages. Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont été menées? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour justement pouvoir un peu contribuer au fait que la situation ne s'empire pas pour Mayotte? Est-ce que de votre côté, il y a des mesures mises en place, Mondjé? Je pense que, honnêtement, cette question-là a été un peu, pas négligée, mais tout le monde considérait que l'eau est éternelle, comme on considère que l'air est éternel ou que le reste est éternel. Sauf qu'on vit dans un monde où tout a un début et une fin. Donc, pour être honnête, c'est maintenant que tout le monde se réveille, honnêtement, et on s'est rendu compte que finalement, l'eau était épuisable, qu'on pouvait se lever le matin et voir qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Et quand on n'a pas d'eau, à la rigueur, on peut ne pas manger une pomme, on peut ne pas manger, mais ne pas boire, c'est très compliqué. On peut vivre longtemps, peut-être tenir un peu dans le désert avec de l'eau, mais pas avec une pomme. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut, si nous ne l'avons pas fait suffisamment, il faudrait que nous le fassions sérieusement. Donc ça fera partie de vos priorités à la mairie de Mamoudou? Bien sûr, ça fait partie de nos priorités, effectivement, parce que ça y va de la survie des hommes et des femmes. Alors on va maintenant, Mondjé, parler d'un tout autre sujet. On va parler de cette grève qui perdure du côté des entreprises Balou. On a vu depuis le mois de décembre, les salariés sont en grève et a priori du côté de la direction, on ne veut pas forcément entendre la voix des salariés. On regarde le reportage pour voir où on en est actuellement de ce conflit. Mondjé, on en parle juste après. Les 3, 4 et 10 janvier dernier, une commission de conciliation s'est réunie à la Diecte dans le cadre du conflit au sein de l'enseigne Balou. Mais sur les 14 revendications, 3 points posent toujours problème. En effet, si la direction accepte d'entamer des négociations au cas par cas concernant la grille des salaires, elle refuse l'instauration de tickets restaurants et d'un 13e mois faute de finances suffisantes. Une justification qui ne convainc pas les représentants syndicaux. Nous, quand nous nous sommes rendus pour chercher ces comptes et voir est-ce que ce que le directeur financier ou de ressources humaines nous a toujours apporté comme déclaration, on s'est aperçu que même pas ces bulletins ne sont pas déposés au tribunal de commerce. Parce qu'il nous faudrait les bulletins des 3 dernières années, mais nous avons trouvé seulement le bulletin de 2013. Alors que la greffière du tribunal leur a fait un rappel et jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas répondu à cet appel. Alors comment voulez-vous donner de la crédibilité sur tout ce qu'a raconté monsieur le directeur de ressources humaines de l'établissement Balou, qu'ils arrêtent d'exploiter abusivement ces salariés qu'ils emploient tous les jours. Face à cette grève qui s'éternise, la commission de conciliation a demandé à ce que le conflit soit désormais soumis à la procédure d'arbitrage ou à la procédure de médiation, une situation inédite à Mayotte. Il y a deux issues possibles. Soit la médiation, d'après ce que j'ai compris, c'est un corps qui est nommé par le préfet, qui a accès à tout, le temps qu'il faut, aussi bien voir si les revendications des salariés sont légitimes et réalistes, et de l'autre côté, voir nos chiffres, et puis, oui, dans nos affaires, et bien, pourquoi pas. Et à ce moment-là, il fait une proposition pour une sortie de crise. Sauf que, dans cette solution,
l'employeur peut refuser la proposition. Bien évidemment. Maintenant, il y a l'autre issue, beaucoup plus, je dirais, radicale, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que les deux parties se mettent d'accord pour un choix d'un arbitre. L'arbitre fait la même chose que le médiateur, à sa façon, et tranche. Mais cette fois-ci, c'est imposé. Ces deux procédures sont donc à éviter et les syndicats croient encore à une résolution du conflit par le biais du dialogue. Ils devraient avoir honte. La famille Balou devrait avoir honte de leur comportement parce que quand nous étions réunis à la commission de conciliation au conflit à la DIECT, il n'y avait pas que nous, les représentants du personnel, mais il y avait les représentants des patronats, il y avait également la DIECT qui était là et nous. Et pour quelle raison Balou n'a jamais osé venir affronter toutes ces personnes pour pouvoir s'expliquer, mais à chaque fois, il fut ses responsabilités. Alors, qu'ils arrêtent leurs mensonges et qu'ils viennent s'asseoir autour de la table pour que nous puissions mettre un terme à ce conflit qui perdure depuis plus d'un mois jusqu'à aujourd'hui. Mettre un terme à ce conflit, c'est bien là ce que souhaitent les deux camps, d'autant que la direction affirme craindre le pire en cas de poursuite de la grève. Le droit de grève, c'est bien, mais la loi, malheureusement, elle nous oblige à respecter un certain nombre de critères. On ne peut pas remplacer un salarié gréviste, donc pour l'instant, on est dans un blocage total. Donc si ça continue, je crains le pire. Moi, je pense, quand on regarde la situation, même sur le plan mondial, quand on a un travail, c'est déjà très très bien. Donc, et puis quand on a plus avancées comme ça, je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand. Pas sûr que ces propos réussissent à apaiser les esprits dans un conflit qui pourrait bien devenir historique. Alors un conflit qui s'éternise, on peut dire ça comme ça, puisque ça fait plusieurs semaines que ça dure, avec une situation inédite, puisqu'on peut se retrouver dans des procédures qui jusqu'alors n'avaient jamais été enclenchées à Mayotte. Mondier, vous en pensez quoi de ce conflit? Alors, Balou, c'est un entrepreneur ou un commerçant ancestral ici à Mayotte. Balou, la plupart des enfants sont nés ici, ont été au collège et au lycée avec nous. Donc ce sont des Mahorais qui ont investi, qui ont embauché. Simplement, là, nous sommes face à une situation où déjà il faut se conformer à la réglementation, mais aussi écouter les salariés. Parce que moi, j'ai vu un reportage qui m'a heurté sur ce salarié de Balou qui a des années d'expérience et qui a pu investir que sur un vélo et qui vit dans une case en tôle. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que chaque individu qui travaille ait un projet, puisse se projeter dans l'avenir. Si vous travaillez pendant des années dans une boîte où vous ne pouvez pas vous projeter, ni investir, ni faire un prêt, là c'est grave. Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que quand même, malgré tout, Balou, j'allais dire, se fait beaucoup d'argent quand même à Mayotte. Ils ont été les premiers à s'installer ici. Je pense que lâcher un peu, ça serait pas dramatique, ni pour eux, ni pour personne, vraiment. Alors justement, la direction, on n'a pas beaucoup entendu parler, à part le responsable, le directeur financier qui a bien voulu venir sur nos plateaux pour justement donner un petit peu leur positionnement. On a vu un directeur qui veut bien, oui, faire un geste, mais qui aussi pointe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes ses charges et qui aussi essaie de faire comprendre aux salariés que ça serait peut-être bien d'accepter le peu qu'on leur donne. Pour vous, ça passe pas? Oui, moi je pense qu'il faut que chacun fasse un pas. Et il faut surtout que les propriétaires, pas seulement le directeur financier, fasse un pas aussi, parce qu'on n'est pas dans l'arrogance. Il faut à un moment donné considérer l'autre. Parce que même si l'autre n'est pas instruit ou n'a pas été à l'école, mais avec sa force, avec le fait qu'il se lève le matin, tous les matins pour venir travailler, il faut considérer cette personne qui travaille à la sueur de son front. Donc ce qui manque ici aussi, c'est le dialogue. Le dialogue social. On ne peut pas avancer ensemble, État, département, chef d'entreprise, salariés et autres, s'il n'y a pas de dialogue social. Et c'est ça, cette démocratie sociale, une démocratie où on se parle. En Allemagne, il y a des syndicats très forts, mais c'est parce qu'il y a une discussion entre les syndicats et le pouvoir en place qu'ils avancent. Donc il faudrait qu'à un moment donné, ce dialogue-là s'installe ici. Alors on va passer maintenant, Mondier, on l'a entendu, votre position, ce que vous pensez de ce conflit. On va passer maintenant à un autre sujet. Et là, je vous propose d'aller en petit air du côté de Pamandi avec les habitants de la place de la Mosquée qui aujourd'hui râlent énormément parce qu'ils ne supportent plus la situation dans laquelle ils se trouvent avec des odeurs, des inondations qui leur sont vraiment incommodantes. On va regarder le reportage, Mondier, on en parle ensemble après.
Une place devenue déserte. En raison, le quartier de la mosquée du Vendredi subit de nombreux désagréments depuis un certain temps. Canalisation bouchée, odeur nauséabonde, inondation du parking et des habitats en jour de pluie. Une situation insupportable pour les riverains. Les eaux remontent jusqu'à ce niveau-là, devant la mosquée, et toute cette partie-là aussi. Et submergée d'eau jusqu'à 80 cm. C'est catastrophique, chaotique. Vous voyez tous les déchets qui sortent de haut, ils descendent jusqu'ici, ils stagnent là. Si la mairie n'envoie pas ses agents pour nettoyer un peu de temps en temps, ça aurait été vraiment le décharge ici. Du côté de la mairie de Pamandzi, on explique qu'une grande partie de la surface en question n'est plus du ressort de la municipalité, mais bien celle du gestionnaire de l'aéroport. Suite à un projet d'allongement de la piste d'atterrissage, une mise aux normes est demandée. Des travaux d'urgence sont bien prévus dans les mois à venir. Il y a des travaux qui doivent être réalisés. Maintenant, ces travaux doivent être payés par la société Lavalin. Donc la commune de Pamandzi ne peut pas demander aux Pamandiens, à travers leurs impôts, de payer cette dépense qui doit revenir à la société Lavalin. Sachez tout simplement que là-dessus, il y a eu beaucoup de discussions, on a beaucoup avancé, et donc par rapport à la mise aux normes de l'aéroport, mise aux normes par rapport à l'Europe, ces travaux-là doivent être réalisés d'ici au plus tard 2018, avant 2018, parce que sinon, l'aéroport ne sera pas aux normes. Après un accord entre la commune, l'État, les religieux et l'exploitant de l'aéroport, un projet de délocalisation de la mosquée est également en cours. Il y a le foncier qui doit être clarifié, même si le foncier est identifié, mais maintenant la situation juridique en tout cas de cette place doit être éclaircie, et ça c'est des discussions qu'on aura avec le conseil départemental. Le maire qui annonce la réalisation d'un parking temporaire en attendant la future mosquée du Vendredi. Elle devrait voir le jour d'ici 3 ans. Alors Pamandzi, les habitants de Pamandzi ne sont pas contents, même très mécontents, puisque aujourd'hui ils ont l'impression de ne pas être écoutés par leur municipalité. Vous en pensez quoi? Bon, ne connaissant pas vraiment le dossier, le fond du dossier, moi je me remets à ce qu'a dit monsieur le maire de Pamandzi. Je pense qu'il faut effectivement régler le problème, mais il faut aussi pointer du doigt les responsabilités des uns des autres. Ça revient souvent ici quand il y a des problèmes, responsabilité. Mais oui, mais à un moment donné, c'est que quand il y a le flou, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie, là. Je ne sais pas qui disait ça, mais à un moment donné, il faut savoir qui fait quoi. Parce que si on sait qui fait quoi, on pourra dire demain que c'est vous, vous n'avez pas fait votre boulot, ou c'est vous, ou c'est moi. Donc, mais si à chaque fois qu'il y a un problème, la mairie, oui, mais est-ce que c'est la mairie vraiment le responsable? L'essentiel pour un habitant, c'est pas de savoir qui est responsable, effectivement, mais que le travail soit fait, que les ordures soient ramassées, que les ampoules s'allument, que la route soit faite et les caniveaux soient curés, c'est ça. Mais peu importe l'État, l'interco, le département, la commune, mais là, essentiellement, si le maire dit que c'est à la société qui gère l'aéroport de le faire, il appartient au maire de tout faire pour que ça soit fait dans les délais. Voilà. Mais justement, le maire, c'est celui qu'on va voir, c'est l'élu de proximité. Oui, donc forcément, peu importe le responsable, la population viendra vers vous. Mon Dieu, vous le savez, parce que vous êtes confronté à ce genre de situation très régulièrement, j'imagine. C'est ce que je dis. Après, il faut faire aussi, il faut faire. Et quand on ne fait pas, et quand c'est pas de notre responsabilité, il faut aller chercher la personne qui est responsable. On peut pas, on a été élu pour régler les problèmes aussi. On n'a pas été élu pour dire c'est pas moi, c'est l'autre. Comment vous gérez, vous, par exemple Oui, quand les habitants viennent vous voir en vous pointant du doigt un problème et qu'ils estiment que c'est de votre faute. En général, c'est toujours la faute de maire. Bon, après, des fois, il est coupable ou pas responsable, etc. Mais je pense qu'on a été élu, je répète, pour régler les problèmes. Si je ne sais pas de ma compétence ou de la compétence de la commune, j'essaie de voir avec les services qui est compétent, qui est responsable pour que le problème soit réglé. Si c'est pas moi, si c'est mon collègue, je l'appelle, j'ai dit il faut régler le problème, quoi. On n'est pas là pour se renvoyer la balle, non, il faut, sinon on ne s'inscrit pas dans une liste et on ne demande pas à être élu, quoi. En gros, il faut assumer après. Il faut assumer. Voilà. Après, on explique aux gens, les gens ils comprennent quand on leur explique. On va maintenant parler de cette enquête, de ce test en fait pour cette enquête qui va être menée par l'INSEE pour savoir quelles sont les habitudes de consommation des Mahorais, également quels sont les postes de dépenses les plus importants. On a tenté de connaître un petit peu la position des habitants. On va en parler tout à l'heure, mon Dieu, mais on regarde d'abord ce reportage.
Quel est le montant de vos revenus? Comment gérez-vous votre budget? Où réalisez-vous vos achats? Voilà des questions auxquelles 300 ménages mahorais seront amenés à répondre. Dans le cadre de la future enquête sur le budget des familles, l'INSEE lancera une test pilote dès ce jeudi. Objectif, mesurer les revenus de la population de l'île et leur choix de consommation. Donc ça sert déjà à savoir qu'est-ce qu'on consomme et sur quoi on doit asseoir les politiques publiques. Oui. Typiquement, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, savoir ce qu'on consomme, c'est quand même fondamental, avant de savoir sur quels produits on interagit. Après, de manière assez naturelle, c'est une enquête assez structurelle qui permet de bien mesurer tous les points de l'économie, de calculer, d'être plus fin dans la comptabilité nationale. Donc l'utilisation de cette enquête, elle est à multifacettes. Et l'enquête a pour l'objectif de mesurer ces différentes habitudes, et c'est important parce que du coup, ça nous permettra de voir dans quelle manière cet enrichissement de la population profite ou pas au territoire. À Mayotte, la consommation représente la moitié de la richesse, un résultat qui s'explique par le faible développement du secteur productif au sein du territoire. Entre 2005 et 2011, 7% des dépenses de consommation hors inflation ont été enregistrées chaque année. Du côté des riverains interrogés, des priorités dans les dépenses sont clairement affichées. Sur les alimentations, mais après aussi sur les factures. Je l'oriente plutôt vers l'alimentaire, j'achète rien d'autre que faire les courses pour la maison, et puis voilà. Principalement dans la nourriture, à ce moment dans l'eau en particulier, puisque on n'a pas une bonne eau au sud. Donc c'est principalement dans la nourriture, l'essence, les déplacements, généralement. On est en temps de crise, hein, bien entendu. C'est le porte-monnaie est quasiment au milieu, quoi, il est vide. Donc on fait attention, le pouvoir d'achat est bas, on connaît la situation économique du pays, donc on fait attention. A noter également qu'en 2011, toujours selon une étude de l'INSEE, 84% de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté, avec 384 € par mois. Revenu s'avérant insuffisant au vu de la cherté de la vie dans le 101e département. Le résultat final de l'enquête est prévu pour octobre 2018. Alors comment les familles mahoraises dépensent leur argent? Dans quoi? Les questions qui se posent du côté de l'INSEE. Mondji, est-ce que vous, c'est des choses également qui vous préoccupent? Oui, bon, il y a effectivement d'autres préoccupations, effectivement, en ce moment quand on est élu, hein, mais la sécurité, l'emploi, la question de la propreté, etc. Oui, il faut savoir effectivement déjà comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent, comment ils font pour gagner de l'argent, et une fois qu'ils ont cet argent-là, comment ils le dépensent. Effectivement, ça peut être peut-être une bonne indication, parce que je salue quand même l'effort qui est fait par l'INSEE, même si des fois c'est pas facile, même si des fois il n'y a pas toutes les réponses, ou des fois on a des doutes, mais l'idée d'aller chercher des réponses ou d'aller chercher à comprendre comment est composée la famille, comment est-ce que la famille s'approvisionne, comment est-ce que la famille consomme, ça peut avoir des indications derrière sur, je pense, sur l'économie, sur plein de choses. Oui, c'est toujours bien de savoir, de connaître, d'être informé. Alors soyons francs, Mondji, on a entendu beaucoup de gens ont décrié les chiffres de l'INSEE. Est-ce que vous, c'est une enquête que vous attendez réellement, ou alors vous vous dites de toute façon, au vu de ce qu'on entend, notamment du nombre d'habitants sur Mayotte, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que pour vous c'est une enquête de plus qui ne sera pas forcément réaliste, ou alors c'est une enquête qui est importante de mener? Je pense que s'ils ont décidé de mener cette enquête, c'est qu'elle est importante pour connaître exactement les habitudes de consommation ou d'achat des Mahorais. Mais moi, ce que j'attends vraiment, c'est le prochain recensement. Parce que le dernier a fait couler beaucoup d'encre. Il va commencer bientôt avec une implication très forte des communes. J'espère qu'en sortant de là, on aura suffisamment d'éléments parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière sur les dotations de l'État, sur plein de choses. Donc j'attends cette enquête-là. Celle-là, c'est une enquête de plus. Elle nous indiquera sur nos comportements. Tant mieux. Alors Mondji, je vous propose de faire une petite pause, mais la saison des pluies qui tarde à arriver, mais là pour le coup la pluie s'est invitée dans l'émission. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après, on va se mettre à l'abri. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure.
Alors nous sommes maintenant dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Nous sommes à l'abri, nous avons quitté le beau jardin dans lequel nous tournions la première partie. Mais je suis toujours avec mon invité Mohamed Mondjé, deuxième adjoint à la mairie de Mamoudzou, chargé de l'aménagement et du transport. Mondjé, l'actualité, on continue à en parler. Oui. Oui, alors on va parler justement de sport. Je sais que vous êtes sportif, vous aimez ça, et on va parler de sport de combat par contre, une discipline qui est en train de se développer ici à Mayotte. Et on va parler justement de cette Ligue mondiale, Ligue de boxe thaï, qui s'installe ici à Mayotte avec l'arrivée également de la délégation française pour venir justement promouvoir cette discipline. On regarde le reportage mondial, on en parle juste après. Populaire dans la région, le sport de combat est en voie de développement à Mayotte. À la recherche de formateurs et des infrastructures, la toute jeune ligue de kickboxing Muay Thai et disciplines associées recherche des soutiens. À cette occasion, une délégation de la Fédération française de ces disciplines est présente sur le territoire afin de réaliser un état des lieux. Depuis l'année dernière, on a commencé le travail avec le DTN chargé de la formation, Anthony Vieira. Tout d'abord, on a commencé par la formation BMF1, BMF2 pour structurer la ligue et avoir des entraîneurs qualifiés pour pouvoir encadrer toute la jeunesse. Et là, on continue avec le BMF1 et BMF3 pour encore améliorer la ligue. 3 mois d'existence et déjà des projets ambitieux. Mayotte compte actuellement 16 clubs de sport de combat pour 180 licenciés enregistrés. Une salle de boxe devrait voir le jour à la rentrée prochaine à Tsingoni et la Fédération française prendra bien sa part dans ce projet. La Fédération apporte un soutien matériel tous les 4 ans de gants et de protège-tibia via son équipementier, mais surtout on va pouvoir apporter tout notre savoir-faire et notre image par rapport au pouvoir public. Une fédération désormais consciente du potentiel dans le territoire. Là, avec le peu que j'ai vu, on peut faire énormément de choses. J'étais agréablement surpris par l'investissement des personnes que j'ai pu rencontrer et je suis fier, et vraiment fier, d'appartenir à ce projet. Autre bonne nouvelle, Mayotte aura son équipe de Muay Thai dans le cadre des prochains Jeux des îles en 2019. Mayotte a des talents et elle veut le faire savoir. Alors les sports de combat à Mayotte, de plus en plus en vue, de plus en plus pratiqués par la jeunesse, par les plus âgés. Mondjé, vous qui êtes un habitué du sport, votre positionnement, votre inspiration par rapport à ça? Oui, moi je salue quand même cette belle initiative parce que ça faisait des années qu'on attendait cela. Dans mon passé pas très lointain, je me suis occupé de sport et j'ai beaucoup aimé cette discipline des sports de combat, avec notamment le judo et le karaté. On avait même acheté, le conseil départemental avait acheté à l'époque un ring de boxe, mais ça prenait pas beaucoup. Même le département avait acheté aussi des tatamis dans certains collèges, mais je pense qu'il fallait absolument reprendre cela et relancer la discipline, parce que on se focalise trop ici sur le foot, le basket, le hand, le volley, alors qu'il y a d'autres disciplines qui intéresseraient les gamins. La boxe, le judo, le karaté, le boxe thaï, etc. Et c'est des disciplines, vraiment, il y a beaucoup de, de disciplines. Il y a beaucoup de... L'enfant, quand il sort de là, il est carré, quoi. Et je pense qu'on a besoin de cela ici. Il y a beaucoup de gamins, ça c'est notre avantage. Nous, on ne produit pas de canne à sucre, on n'a pas de pétrole, mais on produit des gamins. Donc, c'est notre valeur ajoutée, c'est notre notre richesse, finalement. Mais profitons-en de cette richesse. On n'arrête pas de parler des Jeux des îles à 3 mois des Jeux. Et donc, on a un réservoir extraordinaire de jeunes qui n'attendent que cela, qu'on s'en occupe, et que là, on a une discipline ou des disciplines nouvelles. Je pense qu'il faut mettre le paquet. Construisons d'abord nos clubs, structurons nos ligues, nos comités, et que le CROSS aussi impulse une dynamique. Elle le fait déjà au niveau de la formation, il faut aller plus loin, il faut faire émerger de nouvelles disciplines sportives, il faut se lancer dans la natation avec des piscines qu'on pourra construire, notamment dans le cadre de l'intercommunalité. Je pense que c'est un tout, c'est vraiment un tout au niveau des disciplines, au niveau des encadrants, beaucoup de formateurs, au niveau des équipements sportifs, et que cela se fasse toute l'année, et par catégorie, et ne pas attendre, les Jeux des îles, c'est dans 3 mois, il faut une sélection, on fait 2-3 sélections, on y va, on bat les Comores, tout le monde est content. Alors je pense que c'est pas vraiment une ambition, quoi. Vous parlez par exemple de piscine, Mondjé.
Les infrastructures ici à Mayotte, on sait, elles manquent cruellement. Là, on parle de sport qui va s'installer. Il faut une salle, il faut... Juste au niveau de la commune de Mamoudzou, nous avons décidé de couvrir l'ensemble des plateaux sportifs avec un sol qui deviendra un sol synthétique beaucoup plus amortissant, des vestiaires, etc. On va construire aussi 3 gymnases, un par canton, un à Vaïbé, un autre à Mtsapéré-Loujani et l'autre à Mgombani. Donc, il y a un travail qui se fait, mais au-delà des équipements qu'il faudra améliorer, il en faudra et entretenir plus. Aussi, surtout. Et entretenir, il faudra effectivement de nouvelles disciplines et surtout de l'encadrant. Parce que vous pouvez avoir des beaux équipements, mais si vous n'avez pas les entraîneurs compétents, eh bien, ce sera des équipements qui vont rester là. Donc moi, j'ai vu des endroits où on a conçu des équipements, il n'y avait pas d'équipe déjà, parce qu'il fallait le faire politiquement, mais ce sont des aberrations. À un moment donné, il faut créer l'envie, il faut encourager les jeunes à venir. Toujours un manque d'anticipation, d'organisation. Voilà, pour cela, il faut encourager, donner envie, il faut qu'il y ait de l'encadrement technique de qualité, des équipements de qualité, et derrière un suivi, un accompagnement, et que les municipalités, le département, par rapport à cette situation financière, a beaucoup donné à un moment. Maintenant, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il nous faut, il y a l'État aussi avec le CNDS qui apporte son concours financier, mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Alors on va maintenant s'intéresser à une dame qui fait beaucoup pour Mayotte, en tout cas pour la jeunesse mahoraise, Sofiata Soufou, qui a été décorée récemment. On va voir un petit peu ce qu'il en est de son parcours. On en parle ensemble juste après, Mwanchi. C'est des étoiles plein les yeux que Sofiata Soufou revit son moment de gloire. Honorée de l'insigne de l'Ordre national du mérite, elle nous raconte avec fierté ce moment plein d'émotions. Ma famille, ma mère était là, mes soeurs, mes frères, beaucoup de personnes qui sont venues assister à cet événement qui marque vraiment un moment de reconnaissance à toutes les années que je donnais, que nos parents, parce que moi je parle le nom de nos parents, on se disait qu'il faut qu'on se tienne la main pour prouver que on aime nos enfants. On aimerait bien que nos enfants évoluent et que nos enfants rentrent dans les grandes écoles, que nos enfants occupent des postes importants sur l'île. La jeunesse et l'éducation à Mayotte restent les combats de sa vie. Deuxième d'une fratrie de 12 enfants, c'est après le bac que cette femme originaire de Amjago sacrifie des études pleines de promesses pour subvenir aux besoins de sa famille. Un choix parfaitement assumé pour cette commerçante reconnue aujourd'hui dans toute l'île. Je ne regrette rien du tout parce qu'aujourd'hui, en voyant mes sœurs diplômées, mes frères diplômés, mon frère qui est maire de Mzamboro, c'est une fierté. Solidarité, générosité, humanité, des qualités portées et transmises tout au long du parcours de celle que l'on nomme Madame Aziz. La main sur le cœur, elle héberge depuis 2014 Mido, un réfugié en provenance du Yémen où une guerre civile a éclaté il y a 6 ans. ماما صوفيتي امرأة صالحة امرأة فيها الرحمة وامرأة جيدة جدا يعني لم أرى في مايوت مثل هذه المرأة يعني بصراحة يعني هنا أمام الكاميرا وأقول لها شكرا 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 ماما. Une main tendue aux autres en permanence. En 27 années de vie associative, l'association Msaïdié et la maison familiale rurale figurent à ce jour parmi ses plus belles victoires, mais beaucoup de pain reste sur la planche pour cette femme leader. Oui, il y en a quelques victoires, mais ce n'est pas encore à la hauteur de ce que j'ai envie de voir. Le jour où je verrai les maisons avec moins de grilles, les gens circuleront la nuit sans être agressés et des jeunes Mahorais pilotes, des jeunes Mahorais chirurgiens, des jeunes Mahorais préfets, des jeunes Mahorais des cadres et que tout le monde vit heureux et que enfin les Mahorais savent que c'est à eux de prendre en main leur territoire. Mère de 6 enfants, Sofiata Soufou analyse également avec tristesse l'état de l'éducation et les blocages qui touchent l'île depuis maintenant de nombreux mois. Elle tire la sonnette d'alarme. Je comprends très bien leurs revendications, mais moi je suis tellement malheureuse en voyant mes enfants souffrir comme ça et je sais très bien que ces syndicalistes sont aussi des parents. Et ces parents-là, en voyant ces enfants-là en train de on les détruit comme ça, je ne fais que leur supplier de regarder la souffrance de ces enfants-là. Un cri du cœur lancé, le combat de Sofiata pour Mayotte est loin d'être terminé.
Alors un parcours typique, exemplaire, on va dire, pour cette dame, Sophia Tassofou, qui a été décorée et qui aujourd'hui montre justement sa fierté de s'être battue. Aujourd'hui, un exemple pour la jeunesse, Mondje? Ah oui, c'est un exemple. Et puis, bon, c'est une ancienne collègue de collège et de lycée. Elle était la seule femme de notre groupe. Donc, quand on était au collège et au lycée, moi, je l'embrasse. Je la félicite, je suis très content pour elle. Vraiment, elle le mérite bien. Et ça démontre finalement, quand on a un objectif, un combat, et qu'on va jusqu'au bout du combat, quelles que soient les critiques ou quelles que soient les difficultés, on y arrive. Moi, je l'ai connue encore une fois au collège, je l'ai connue au lycée. On faisait un petit parcours ensemble depuis Mamoudzou, le lycée, jusqu'à Mtsapéré, elle habitait à un moment donné. Et franchement, je n'ai pas les mots, franchement, pour la féliciter et pour dire qu'elle a eu raison. Et elle ne lâche pas, elle ne lâche rien, elle continue parce qu'après, il y aura après les frères, les sœurs, les enfants, il y a les petits-enfants derrière, et puis il y a le village, et puis il y a des gens qui comptent sur elle aussi par rapport à son exemplarité. Je dis vraiment bravo et félicitations, cher ami. Alors du coup, elle a parlé également de son souhait de voir de jeunes Maorais, on en a dit tout à l'heure, on parlait de sport, mais également dans d'autres matières, dans d'autres domaines, des jeunes Maorais pilotes, des jeunes Maorais préfets. Aujourd'hui, c'est important d'emmener la jeunesse vers cette excellence dont on ne parle pas souvent, Mondje, il faut l'avouer. Si, il faut l'avouer parce que je pense effectivement comme toi que souvent on va vers l'égalité vers le bas, l'égalité vers la médiocrité. À un moment donné, il faut tirer vers l'excellence. Parce que il faut qu'on soit égaux ou égal, pas seulement dans la misère, mais aussi dans la réussite. Donc, vouloir qu'il y ait des pilotes, qu'il y ait des docteurs, ça, c'est un projet. Mais il faut d'abord une stratégie. Et la stratégie, elle ne viendra pas seulement de l'État. Il faut que nous, ici, acteurs publics et autres, nous nous interrogions comment on peut faire pour qu'il y ait plus d'ingénieurs, plus de médecins, plus d'archis, maoris, etc. Et le rôle du département, là, est important. Parce que l'éducation nationale, elle fait son boulot. Elle reçoit les gamins, elle transmet l'instruction. Ensuite, jusqu'à 16 ans, la scolarité n'est pas obligatoire. Et on passe au suivant. Après, on joue sur la densité, sur la masse, et non pas sur la qualité et l'excellence. Il nous appartient, nous, de construire autre chose. Sur les 15 millions d'euros, par exemple, de bourses que le département octroie aux Mahorais, aux jeunes Mahorais métropole, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer 5 millions pour préparer une élite, une excellence? Je pense que les solutions doivent venir de Mayotte, doivent venir de nous, en se réinterrogeant, en réorganisant, en revoyant notre modèle de pensée et de préparation de l'avenir. Parce qu'un avenir, simplement avec, j'allais dire, une masse qui a un niveau CM2, niveau 3e, niveau terminal, je ne pense pas qu'on ira plus loin. On sera dans l'exécution, on sera dans la subordination, dans la dépendance, mais à un moment donné, il faut que nous saisissions nos chances pour que demain, on soit dans l'excellence. Ben justement, vous avez des propositions, vous en avez à la mairie de Mamoudzou, on atteste les vœux du maire cette semaine, Mondje. On regarde un petit peu le reportage concernant cette manifestation, on en parle après pour parler un petit peu plus des projets de manière plus amplement. On regarde le reportage. Les quelques gouttes de pluie n'auront pas empêché une foule venue nombreuse d'assister aux vœux du maire de Mamoudzou, Mohamed Majani. Élus municipaux, élus départementaux, préfets, commissaires de police, représentants du vice-rectorat, chefs d'entreprise, d'aucuns ne voulaient manquer ce traditionnel rendez-vous. Chacun a ainsi pu exprimer ses souhaits pour cette nouvelle année 2017. Effectivement, cette année, nous faisons le nécessaire pour que, franchement, la ville de Mamoudzou soit plus sécurisée, plus propre, et en tout cas que les habitants, les administrés puissent se retrouver dans une ville assez accueillante et surtout que chacun puisse exercer avec aisance et fierté, mais aussi tranquillité, ses activités, puisqu'on en a besoin. Aujourd'hui, tout le monde en a besoin. Si bien sûr la sécurité et la propreté sont deux priorités dans la commune, les actions à mener dans chaque domaine sont aujourd'hui bien définies. En effet, après 2 ans et demi de mandat, le projet de la nouvelle équipe semble désormais bien en forme. 2017, c'est aussi le lancement de la vidéoprotection. Bien sûr, c'est la sécurité,
puisque tant que la sécurité ne sera pas assurée dans cette commune et à Mayotte en général, on ne pourra rien faire. Mais vous savez aussi qu'au-delà de la sécurité, nous avons aussi les constructions illégales, les bangas qui polluent l'ensemble de notre commune, et que ces bangas aussi, ces constructions illégales, ces gens qui s'installent sans autorisation, nous allons aussi entamer là-dessus les investissements nécessaires pour que assez rapidement nous puissions aussi venir à bout. C'est vrai, ce n'est pas un travail facile, ça demandera beaucoup de temps, et en plus ce n'est pas seulement la mairie de Mamoudzou qui est concernée, mais nous avons des partenaires institutionnels qui sont indispensables, qui doivent nous accompagner. Je pense notamment bien sûr à l'État, mais je pense aussi au département qui a un rôle à jouer énorme, puisque l'essentiel du foncier occupé par ces occupations sauvages appartient au département. Assis sur l'insalubrité et sur la sécurité, meilleure collaboration avec les différents acteurs, lutte contre les vendeurs à la sauvette, lutte contre les occupations illégales, éclairage public, rénovation urbaine, vidéosurveillance. Les projets et les défis sont nombreux, même s'il ne faut pas oublier le soutien aux différents acteurs qui peuvent aider la commune dans ses missions. Mettre l'accent aussi au niveau de la sécurité, soutenir les associations, parce qu'on sait aujourd'hui, par rapport à toutes les difficultés que Mayotte rencontre aujourd'hui, si on ne soutient pas l'action associative, on va droit à l'échec. Et c'est ce que le maire de Mamoudzou a choisi de mettre l'accent. L'année dernière, quand il est passé sur Mayotte Première, il l'a dit, et on va essayer d'aller dans ce sens-là pour pousser les choses dans ce domaine-là. Afin que tous ces projets puissent se concrétiser et porter leurs fruits, chacun doit néanmoins jouer le rôle qui est le sien. En effet, la municipalité n'a pas manqué de rappeler que tout citoyen a également sa part de responsabilité face aux défis que rencontre le chef-lieu. La mairie de Mamoudzou qui présente ses vœux à la population, des vœux qui montrent quand même une volonté de l'équipe municipale de continuer à travailler ardemment pour que la population se sente bien à Mamoudzou. Alors, des priorités, Bakar Liboto dans le reportage les a évoquées, l'insécurité, notamment l'aménagement et autres. Mondji, plus de précision? Oui, bon, en plus de Bakar Liboto, en premier lieu, c'est le maire, M. Majani, qui a effectivement décliné sa feuille de route en rappelant un peu ce qui a été fait. Parce que depuis que nous sommes là en 2014, les gens s'en aperçoivent, quoi. On travaille, l'équipe municipale travaille, tout n'est pas parfait, mais nous travaillons. Donc ensuite, parce que nous avons une feuille de route, derrière on décline la feuille de route, on est en 2017, et le maire a annoncé effectivement qu'il y avait des priorités, notamment la question de la maîtrise de du domaine public, notamment on voit fleurir partout de l'habitation insalubre. Il y a une volonté de la commune, en lien avec l'État, de lutter contre cette habitation insalubre. Il y a aussi la question de la sécurité. Là-dessus, le maire a rappelé le travail que nous faisons avec la police nationale, notamment à propos de la place du marché, où là, on s'est dit, bon, là, il faut y aller. On ne peut pas laisser cette place-là, qui est la vitrine de Mayotte, l'entrée de Mayotte, dans cet état-là. Bon, il y a des gens qui vendent partout, n'importe où, n'importe comment. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ceux qui veulent vendre, qu'ils aillent vendre au marché. À l'intérieur, en même temps, nous prévoyons une solution sur le remblai de Mtsapéré. Il y a un emplacement qui était réservé pour les foires. Tous ceux qui vendent sur le domaine public peuvent venir à la mairie se signaler. Il faut qu'ils soient en règle. Il y a une redevance à payer en fonction des heures. Donc tout cela va être réglementé. Il y a la question des transports aussi. Le maire a dévoilé effectivement le nom de notre réseau de transport qui s'appellera Caribus. Il l'a dit hier, il n'y a plus de secret. Après, il y aura le logo qui va venir, les couleurs des lignes qui vont venir. C'est un travail long, dur, difficile, parce qu'il faudra négocier pour le foncier, etc. Et le maire a même présenté les ASVP. Il y a un projet, effectivement. Le projet stationnement va enfin voir le jour. Les agents de sécurité de la voirie publique, les agents de sécurité de la voirie publique, ils seront là, dans un premier temps, de manière pédagogique, pour expliquer aux gens les changements au niveau du stationnement à Mamoudzou. Mais après, à un moment donné, il viendra où ils vont verbaliser. En fait, il y aura des zones où le stationnement sera gratuit, mais limité sur 2 heures. Au-delà de 2 heures, il faudra effectivement payer. L'idée, c'est vraiment que les gens ne stationnent pas pendant toute une journée. Vous laissez votre voiture une journée, vous partez, alors que d'autres veulent venir faire leurs courses. Il y aura des disques bleus qui seront distribués, qui seront expliqués aux gens, etc. Viendra ensuite, au mois de mars, donc les horodateurs, quelques horodateurs. Donc c'est vraiment une révolution qui va s'opérer à Mamoudzou. On a un projet global
des transports publics, mais ce projet global contient effectivement le stationnement qui va être réglementé, la livraison, ça va être réglementé, le stationnement des taxis, ça va être réglementé. Ensuite, on a un itinéraire vert qui viendra le sentier littoral qui viendra de Tsunzu jusqu'à Mamoudzou. En fait, c'est la question de déplacement et de stationnement qui est en train d'être traitée à Mamoudzou. Pour pouvoir aussi pallier à tout ce manque, en fait, ces lacunes qu'on a en matière de réseau routier. Donc, surtout, on le voit, les embouteillages, c'est devenu très préoccupant, c'est même devenu agaçant pour de nombreux automobilistes. Voilà, ça sera, bon, j'allais dire, toute notre politique, ça va dans ce sens-là aussi. Régler la question des embouteillages, la question de la circulation, la question du stationnement. Après, il faudra aussi qu'il y ait du comportement individuel aussi, parce que il n'y a que 26% des Mahorais qui sont motorisés. 26%. Ailleurs, on dépasse les 50%. Vous imaginez demain si vous, votre mari, votre enfant, chacun a sa voiture, parce que la voiture occupe de l'espace. Il faudra se garer déjà, après il faudra rouler quelque part. Donc c'est tout un travail que nous faisons. En même temps, quand on a une concentration d'activité sur Mamoudzou, on aura beau mettre des bus, stationner, etc. Mais si tout le monde le matin se lève et prend sa voiture et descend sur Mamoudzou, là c'est vraiment un problème. Donc viendra le temps où je reviendrai vers vous, expliquer le stationnement, expliquer aussi le projet de transport, parce qu'il y aura des parcs relais, des plateformes multimodales, tout ça, donc peut-être vers Tsunzu, Dembeni, peut-être vers Ovalan ou Congo. Tout cela je reviendrai pour expliquer, parce que c'est compliqué. Mais vraiment Mamoudzou est en marche, même si je ne vote pas Macron, et que nous travaillons, et c'est toute une équipe qui est derrière monsieur le maire, et nous poussons le travail chacun dans son domaine. Alors je termine, Mondi, avec un projet également dont vous avez beaucoup parlé ces derniers temps, on a beaucoup communiqué dessus, c'est cette vidéosurveillance qui va s'installer à Mamoudzou. Oui, c'est effectivement, ça rentre dans cette politique globale de sécurisation, de tranquillité publique. Il y a effectivement l'éclairage, parce que des caméras dans le noir, même s'il y a l'infrarouge, c'est bon. Mais même si aussi c'est souvent des faits délictueux qui ont lieu la journée. Mais d'abord l'éclairage public. Nous continuons le travail d'éclairage public avec des ampoules, les LED qui... Prochaine zone qui va être éclairée, puisqu'on a vu la rocade de... En fait, c'est toute la commune. J'ai pas la carte ici, mais il y a l'éclairage à l'intérieur des quartiers. Il y a la route de littoral. En fait, on va continuer le travail que nous avons commencé à la rocade de Mamoudzou jusqu'à Tsunzu, puis à l'intérieur aussi, parce que bon, il faut aller aussi là où habitent les gens. Donc il y a l'éclairage public. Ensuite, il va y avoir donc la poste des caméras. Les caméras, il y en aura 62. Concentré plutôt sur Mamoudzou. Après, il y en aura quelques-unes sur l'ensemble du village, pardon, de la commune. Mais ça, effectivement, c'est un travail global, c'est un travail de la commune en concertation avec le commissaire, parce que nous avons fait des tournées avec le commissaire, point par point. D'ailleurs, il nous a demandé d'en rajouter 2 ou 3 vers la convalescence, par-ci, par-là. Donc ce travail-là sera réellement effectif. D'ici le mois de juin, on aura les caméras. Les ordres de service sont partis, donc le 9 janvier. 3 mois d'études, et puis après, des travaux vont être réalisés. Il y aura quelques gènes, bien sûr, parce que comme on dit chez nous, pour faire une omelette, il faut casser les œufs. Après, il faudra supporter un peu ces gènes-là, mais d'ici juin, juillet, tout sera en place et on aura cette vidéosurveillance dans notre intérêt collectif. Alors justement, Mohamed Mondi, on voit que vous êtes un adjoint au maire qui est très bien dans sa fonction, qui assume pleinement ses responsabilités. Comment vous le sentez? Comment vous sentez cette année 2017? Bon, je ne suis pas Madame Irma, mais je suis positif parce que, bon, déjà c'est une année électorale. Et souvent, les années électorales sont des années pièges, parce qu'en fait, tout le monde est concentré sur les élections présidentielles, là, législatives, sénatoriales. Bon, moi, je suis pas candidat. Donc, je suis tranquille, je vais soutenir, je veux aider, mais je serai aussi à ma tâche, exercer pleinement mon rôle d'adjoint au maire de Mamoudzou, mais aussi de vice-président de l'Académa. Mais je suis très optimiste, franchement, par rapport à la montée en gamme ou en charge de la commune qui investit beaucoup, qui travaille beaucoup. Et vous verrez, d'ici l'année prochaine, on fera le bilan. Vous verrez que 2017 aura été l'année vraiment de l'action et des réalisations. Un projet qui vous tient à cœur pour cette année? Il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir, investir pour l'avenir. Et vraiment, s'il y a un projet qui me tient à cœur et que j'accompagnerai vraiment jusqu'au bout, c'est ce projet de transport pour moi qui va révolutionner complètement Mamoudzou.
Merci beaucoup, Mondi. On voit que vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous aimez cette commune et apparemment, la commune vous le rend bien aussi. Merci en tout cas d'avoir accepté de faire cette émission avec nous, la première de l'année. On vous retrouve très prochainement dans l'actualité, on imagine, Mondi. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que s'achève cette émission. On se retrouve demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos toujours sur KTV. Bonne soirée à vous et à demain.